Notre invité ce matin, François Bayrou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant de revenir sur le débat d'hier soir, vous allez me dire comment vous l'avez trouvé. François Bayrou, je voudrais que nous parlions de la situation internationale, de ce qui s'est passé en Syrie, avec ces armes chimiques utilisées. Alors les Russes, dans un premier temps, ont ciblé l'aviation d'Assad, ce qui a surpris tout le monde d'ailleurs, et puis finalement pour nous dire que c'est l'aviation qui avait bombardé un endroit, un entrepôt rebelle, et c'est les armes chimiques entreposées là par les rebelles qui auraient explosé et tué des enfants, tué plus de 100 morts. Il y aura un nombre important de victimes. Cette situation en Syrie... C'est une tuerie de plus. Mais c'est une tuerie de plus dans des conditions qui sont oui. sauvages. Oui. Et en effet, vous avez souligné ce qui est très important, c'est que la Russie, pour la première fois, a dit c'est l'armée de Assad. Alors après, peut-être y a-t-il eu des changements. Oui. Je n'ai pas vu les derniers changements. Non, les derniers changements, je vous le dis, moi. Je vous le dis que la Russie explique que c'est l'armée d'Assad qui a bombardé un entrepôt dans lequel se trouvaient ces armes chimiques. Mais enfin, bon... Enfin, on voit bien que... Oui. C'est quand même important que la Russie ait tenu tout de suite à s'exprimer. Très important que la Russie se soit exprimée, et se soit exprimée en ce sens, en indiquant qu'elle soupçonnait la responsabilité de Assad. C'est très important dans l'équilibre désormais de la région. Mais vous voyez bien, tuerie sur tuerie, il faut absolument trouver une issue à la crise qui ne peut être une issue, qui ne peut qu'être une issue imposée par les puissances qui... Donc la Russie aussi. La Russie aussi, mais jamais personne n'a dit, en tout cas pas moi, qu'il fallait exclure la Russie de ce jeu-là. On ne peut pas exclure la Russie, on ne peut pas exclure l'Iran, on ne peut pas exclure, et on ne devrait pas pouvoir exclure l'Union européenne. Vous voyez bien que la grande absence, la grande voix qui manque, c'est la voie européenne. C'est la voie européenne. Bien. François Bayrou, j'ai pas trouvé Emmanuel Macron très performant sur ces questions de lutte contre le terrorisme ou ces questions internationales. Est-ce qu'il maîtrise ces sujets? Il maîtrise ces sujets, et ce qu'il a dit hier soir est la raison absolue, c'est-à-dire on a deux choses à faire qui sont prioritaires et essentielles. L'une hors de notre sol, c'est-à-dire participer, maintenir la présence de la France dans la coalition internationale qui se donne pour objectif de faire reculer Daesh, c'est-à-dire la source du terrorisme, y compris du terrorisme que nous subissons. Et ça, c'est une ligne très importante, parce que vous avez entendu que il est le seul à dire de manière absolument claire, nous maintiendrons notre effort, simplement parce que c'est une responsabilité de la France. La France doit maintenir son effort de guerre. La France doit maintenir son effort non seulement en Afrique, de présence et d'intervention. Voilà. Sa participation d'intervention au Moyen-Orient. Il faut ajouter une chose, c'est que la France le fait au nom de l'Europe aussi. Elle ne le fait pas en son nom propre seulement. Ce qui veut dire... La question n'a pas été posée précisément. Est-ce que la France doit continuer à participer à la coalition ou pas? Eh bien, pour moi et pour Emmanuel Macron, visiblement, la réponse est oui. Et elle doit le faire en recevant l'aide des autres pays européens. Parce que ça n'est pas une démarche nationale uniquement. C'est pas une question française. C'est la question de notre ensemble européen, dont la France est un des bras armés. Et donc, on doit aussi partager la charge. Si la France intervient au nom des autres, au nom de l'ensemble européen, on doit aussi en partager la charge avec les autres membres de l'Union européenne. Ça, c'est la première chose à faire. Et la deuxième chose à faire, c'est nous réarmer autant que possible sur notre sol, notamment en matière de renseignement. Parce que, vous voyez bien, ça a été noté à de très nombreuses reprises hier soir, le fait qu'on ait eu une organisation qui a été un peu affaiblie du renseignement sur notre sol est un point faible du dispositif qui est le nôtre. Donc c'est une pensée absolument claire et pour moi juste. Bien, François Bayrou, comment avez-vous trouvé ce débat? Vous allez me dire, comment l'avez-vous trouvé à 11? Bon, c'est extrêmement difficile d'organiser un débat à 11, mais j'ai trouvé que du point de vue de l'organisation du débat, c'était à la hauteur. Alors, il y avait un aspect télé-réalité dans le débat.
C'est-à-dire le surgissement de personnalités, d'attitudes, de gestes qui n'étaient pas attendus. Mais il y a eu des moments très forts. Pourquoi ? Parce que précisément le fait qu'il y ait pour participer au débat des personnalités qu'on ne connaissait pas a d'une certaine manière décapé un certain nombre d'attitudes, un certain nombre de pratiques. Ça a permis de dévoiler des postures, des comportements parfois peut-être un peu conservateurs ou des comportements parfois un peu dissimulés. Je vais vous dire, moi j'ai trouvé le moment le plus fort de tous. Oui. C'est Philippe Poutou avec une formule absolument juste et décapante. Cette formule étant, vous, quand on vous convoque, vous n'y allez pas, parce que vous avez une immunité parlementaire. Nous, quand on nous convoque, on est obligé d'y aller. Il n'y a pas d'immunité ouvrière. Oui. Réponse à Marine Le Pen. Et c'est une formule qui pose la question de la moralisation de la vie publique en termes absolument transparent. C'est la question essentielle aujourd'hui, la moralisation de la vie publique. Je ne veux pas dire que c'est la question essentielle. La question essentielle... C'est la demande alors ? C'est la demande essentielle des Français ? Je vais essayer de vous le dire autrement. La question essentielle, c'est la confiance. Est-ce que une société comme la société française peut retrouver la confiance ? Confiance en elle, confiance dans son avenir, confiance dans sa démocratie. C'est ça la question. Et vous voyez bien que cette question-là, on va y revenir, elle trouve des réponses extrêmement diverses et parfois extrêmement dangereuses, il me semble. Mais à cette question-là, je vais en citer une. Lorsqu'un ministre fait une faute, lorsqu'il porte atteinte à la loi, il n'est pas jugé comme un citoyen ordinaire. Pourquoi ? Il est jugé par ses pairs, enfin par les parlementaires, dont les uns sont pour lui, les autres contre lui. On l'a vu avec le procès de Madame Lagarde qui a eu cette issue stupéfiante. Oui, elle est coupable, mais elle ne sera pas condamnée en raison des responsabilités qu'elle occupe. Elle ne sera jamais Premier ministre d'Emmanuel Macron, parce que la rumeur a couru. Oui, mais enfin, je ne crois pas que ce soit d'actualité. Et donc, pour... revenir à la question. Cour de justice de la République, cette institution bizarre dans laquelle ce sont les parlementaires qui sont juges, ou est-ce qu'on dit un ministre, avec les précautions d'usage, avec un filtre pour ne pas qu'il y ait tous les jours une plainte qui empêche l'action gouvernementale, doit être jugé comme un citoyen ordinaire. Ma position, c'est qu'il doit être jugé comme un citoyen ordinaire. Et donc, cette simple affirmation sur la différence de traitement, j'ai dit assez souvent à votre micro, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir, comme dit La Fontaine, eh bien, cette question essentielle, elle est apparue dans le débat hier soir. Alors, il y en a d'autres qui sont apparus ou pas assez apparus. Alors justement, on va en parler. 3 questions. Effectivement, la moralisation de la vie politique. Une deuxième question concernant Emmanuel Macron. Me semble-t-il, peut-être pas dans le débat, mais dans tous les cas, les interrogations de beaucoup de Français. Et je lisais ce que déclarait Jean d'Ormesson. Macron, c'est l'idole des temps nouveaux, celui qui n'a pas de socle. Il vit de la chute des autres. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse avoir des doutes sur les capacités d'Emmanuel Macron à être président de la République ? Ces doutes, je ne les partage pas. Ou pour vous être les avez exact, eus ou pas ? Franchement. Je les ai eus, ben vous savez bien, je l'ai dit à votre micro. Alors, je reviens à cette phrase que vous indiquez. Il vit de la chute des autres. Oui, en partie. Et la chute des autres est le symptôme du mal que nous vivons. On a 2 partis qui ont la totalité du pouvoir depuis des décennies, qui ont la totalité des sièges, eux et leurs satellites, à l'Assemblée nationale, qui représentent aujourd'hui moins de 30% des Français. Ces 2 partis-là, ils s'effondrent sur leur usure. Plus exactement, ils s'effondrent sur les pratiques, les dérapages, les dérives dans lesquelles ils se sont laissés entraîner, dérives intellectuelles ou dérives de pratiques quotidiennes. Il est juste et il est normal, et j'ajoute, il est pour moi essentiel,
qu'on tourne la page sur ces pratiques et sur ces dérives, et qu'il y a en effet une proposition politique, c'est Emmanuel Macron qui la porte, une proposition politique qui dise « nous allons ouvrir une page nouvelle ». Et une page nouvelle sur un fait absolument essentiel, ou en tout cas sur un élément absolument essentiel, qui est de dire, depuis des décennies, vous nous enfermez dans une guerre artificielle entre ce que vous appelez droite et ce que vous appelez gauche, alors que tous les Français savent que ça n'existe plus sous cette forme-là. Et nous voulons en sortir parce qu'on a besoin que des gens qui ont la bonne volonté de travailler ensemble et de partager des objectifs puissent le faire sans être paralysés par cette absurdité. Mais ça veut dire, François Et ceci Bayrou, est une chose absolue. Oui. Vous le mesurez. Il porte ce que vous aviez envie, ce que vous avez porté en 2007, en 2012, ce que vous aviez envie de porter. Eh bien, c'est exactement Bayrou. ça. C'est exactement ça. Bon. Et le combat est plus important, le projet est plus important que le goût individuel qu'on peut avoir de soi-même avoir la charge Quel du rôle drapeau. jouerez-vous s'il est élu président de la République? Eh bien, franchement, je ne vous sais serez pas. ministre ou pas? Je ne sais pas, je n'en ai jamais parlé avec lui. Je vais vous dire des choses simples. Oui. Je suis... Vous dites je ne sais pas. Tout ce que je pourrais faire pour que mon pays s'en sorte, je le ferai. Oui, vous accepteriez Je ne sais pas. d'être Ça Premier dépend ministre de- peut-être, ou ministre On ou... verra, c'est pour après. Je ne connais pas de sujet plus vide de sens que de parler de la composition d'un gouvernement, et heureusement personne ne s'y risque dans aucun camp, de parler de la composition du gouvernement alors que les élections n'ont pas lieu. Certains N'a pas eu. nous ont dit qu'ils présenteraient leur gouvernement avant l'élection. Ils l'ont Et pas même Emmanuel Macron nous avait dit un temps qu'il présenterait ses candidats. Pardon, on les attend toujours, les candidats d'En Marche. Heureusement. Ah bon Heureusement. Oui. Parce que si quelqu'un avait, en tout cas moi je déconseillerais, je ne prends pas les décisions tout seul, mais je déconseillerais que on pollue l'élection présidentielle par des querelles d'élections législatives. Chaque chose en son temps. L'acte premier, c'est l'élection présidentielle. Le premier tour, va présenter ses et après le deuxième tour. Candidats dimanche prochain. Eh bien, c'est son affaire, mais ces 577 candidats, croyez-moi, ils vont avoir du mal à porter l'étiquette. Parce que... Et pourquoi parce que si Emmanuel Macron est élu, la vague du renouvellement que vous entendez tous les jours quand les auditeurs vous appellent, vous, ici, dans cette le renouvellement, j'entends pas radio. tous les jours le renouvellement pro-Macron, hein, j'entends la volonté de renouvellement général. Eh bien, celui qui la porte de manière crédible, cette volonté de renouvellement général, aujourd'hui, pouvant l'emporter, un vote qui, en effet, a cette utilité-là de tourner la page et de partir sur des bases nouvelles, c'est Macron. Et donc, si il est élu, comme je crois qu'il doit l'être, s'il est élu, la vague du renouvellement, elle portera jusqu'aux législatives et elle emportera les digues de ceux qui voudraient qu'on en reste au temps stérile dans lesquels nous étions. Bon, alors j'ai deux questions pour terminer, François Bayrou. La première, vous qui avez fait de la dette, le sujet essentiel. Le sujet essentiel. Un sujet essentiel. Hier soir, François Fillon est revenu sur la dette de la France, 2200 milliards. Il a raison. Il a raison. Tous ceux qui parlent de la dette ont raison, mais tous ceux qui parlent de la dette en acceptant l'idée du dérapage au commencement du mandat, ceux-là, évidemment, sont dans les mauvaises habitudes. Et comme vous le savez, le programme de François Fillon, c'est que on va accroître le déficit au début du mandat, tout de suite, ça c'est certain, pour après espérer le faire descendre. Et Emmanuel Macron est le seul, à mon avis, non pas le seul à mon avis, le seul à avoir dit de manière claire que lui avait l'intention de respecter les disciplines que nous nous sommes fixées. C'est-à-dire de maintenir le déficit au-dessous des 3%, dont vous savez que c'est la règle européenne, quoi qu'on pense de ce chiffre. Bien, François Bayrou, j'ai un dernier sujet à aborder avec vous, parce que ça a été très commenté sur les réseaux sociaux et ailleurs. Est-ce que vous avez dit que la culture française n'existait pas? Mais comment vous pouvez... on se connaît. Mais je vous pose la question. On se connaît depuis des années. La culture française, c'est le combat de ma vie. La langue française, c'est le combat de ma vie. La littérature française,
c'est le combat et l'engagement de ma vie. Cette idée de la langue française et de la francophonie, c'est le combat de ma vie. Ce que j'ai dit, peut-être de manière assez peu explicite, c'est que quand on entre dans le domaine de l'art, la musique, la peinture, l'architecture, l'art est universel. La vocation de l'art, c'est pas nationaliste, c'est universel. Et si vous voulez réfléchir une seconde avec ce que vous savez de l'histoire, aux dérives et aux drames qu'on a connus, quand certains ont voulu au XXe siècle nationaliser l'art, expliquer par exemple qu'il y avait un art allemand. Alors vous voyez que essayer d'enfermer l'art dans les frontières nationales, c'est se tromper. La langue est par définition la culture française, la littérature française, la culture et donc la littérature francophone. Est un pays multiculturel ? Non. La France, non, je ne sais pas d'où vient cette idée de multiculturalisme dans votre affirmation. Pour moi, la France est un pays qui, heureusement par sa langue, a un puissant moyen d'intégration et un puissant moyen de rayonnement. Par exemple, la place de la francophonie en Afrique, la place de la francophonie dans le monde, le fait que Haïti, qui n'est pas en France, mais soit un puissant affluent de la littérature française, ça devrait être notre fierté. Et puis pour le reste, il y a des artistes français, des peintres français, des sculpteurs français, des architectes français qui participent à la vie universelle de leur art. Je termine avec le tweet de Marie-Christine, la moralisation de la vie publique. Et vous, Monsieur Bayrou, vous changez de direction à chaque élection présidentielle. Mais je ne change pas de direction, je n'en ai jamais eu qu'une, c'est qu'il faut un centre puissant en France. Et la soumission du centre à un bord ou à l'autre, ça a plus souvent été à droite que ça n'a été à gauche, la soumission du centre à un des partis puissants qui tiennent le pouvoir est une défaite de la pensée et de la volonté. Merci François Bayrou, notre invité ce matin, 8h55.